Dans cette vidéo, nous allons aborder le grand 2 du chapitre 3, donc chapitre 3 qui correspond aux réactions d'oxydoréduction et de synthèse d'ATP, dans le thème 4 de CBSV. Donc ce grand 2, c'est la molécule d'ATP, une molécule à haut potentiel énergétique. Donc pour introduire ça, il faut savoir que l'ATP, ça signifie adénosine triphosphate, et c'est une molécule énergétique universelle. Universelle, ça veut dire qu'on retrouve cette molécule et que son rôle est similaire chez tous les organismes vivants. Toutes les cellules de n'importe quel organisme vivant vont produire et vont utiliser de l'ATP comme une source d'énergie. On l'a vu à la fin de la vidéo précédente, l'ATP c'est une monnaie énergétique des cellules. Donc cet ATP, c'est une molécule qui est en fait riche en énergie chimique. On va donc commencer par le petit 1, la structure de l'ATP. Donc voilà le document que vous avez sur votre cours. Donc si on regarde cette molécule, c'est une molécule qui est quand même assez complexe, on peut en fait diviser cela en plusieurs groupes. On peut voir dans un premier temps ici une base azotée qui va être en fait l'adénine. Ensuite, ça va être composé également ici d'un ribose, c'est-à-dire d'un ose à 5 carbone. Cette base azotée plus ce ribose, ça forme une molécule que l'on appelle l'adénosine. À cette molécule, on peut rajouter un premier groupement phosphate qui est entouré ici en orange. Si je prends l'adénosine plus un groupement phosphate, c'est ce qu'on va appeler l'adénosine monophosphate, qu'on va pouvoir écrire aussi AMP. À cette base azotée, ce ribose et ce premier groupement phosphate, on ajoute un deuxième groupement phosphate. Dans ces cas-là, la molécule, c'est l'adénosine diphosphate, di pour 2, qu'on peut écrire ADP. Et enfin, si j'ai 3 groupements phosphates, c'est ce qu'on va appeler l'adénosine triphosphate, qu'on peut écrire ATP. Donc pour conclure, l'ATP ou adénosine triphosphate, c'est une molécule qui est riche en énergie, c'est constitué d'une base azotée, d'un ribose et de 3 groupements phosphates. Et si vous regardez cette molécule, elle est censée vous rappeler une molécule qu'on a déjà vue au préalable, qui est un nucléotide. Donc nucléotide qui, je vous rappelle, est le monomère de la molécule d'ADN ou de la molécule d'ARN. Un nucléotide, c'est composé d'une base azotée, d'un ribose et d'un plusieurs groupements phosphates. Je repars toujours de ce schéma de la structure de l'ATP, sauf que cette fois, on va le simplifier. Donc ici, on a la base azotée qui est représentée, le ribose et nos 3 groupements phosphates. Il existe 2 types de liaisons qu'il faut que vous connaissiez qui impliquent des groupements phosphates dans cette molécule d'ATP. Le premier que j'entoure ici en bleu, c'est la liaison qui va relier le ribose au premier groupement phosphate, donc qui est pointé aussi ici par la flèche bleue, qui est cette liaison-là qui relie ribose et premier groupement phosphate. Cette liaison, c'est une liaison qu'on va appeler liaison phosphoester. Donc la liaison entre le ribose et le premier groupement phosphate, c'est la liaison phosphoester. Il existe une autre liaison qui implique des groupements phosphates, qui est représentée ici entourée en orange et pointée par les flèches orange ici, donc qui est une liaison qui relie cette fois 2 groupes phosphates. Cette liaison, c'est ce qu'on appelle une liaison phosphoanhydre. Donc la liaison entre les groupements phosphates est une liaison phosphoanhydre. La molécule d'ATP possède 2 liaisons phosphoanhydres. On va passer au petit 2, hydrolyse de l'ATP et liaison à haut potentiel énergétique. Donc l'équation de la réaction d'hydrolyse, je vous rappelle, l'hydrolyse c'est le fait de casser une molécule grâce à une molécule d'eau. Donc là on va casser l'ATP grâce à de l'eau. Donc l'équation est la suivante. ATP plus eau donne ADP plus PI. Donc si je reprends mes schémas de tout à l'heure, ici j'ai l'ATP, ici j'ai l'ADP. Donc qu'est-ce que je vais casser? C'est cette liaison phosphoanhydre qui sépare le deuxième et le troisième groupement phosphate. On se rend compte que cette réaction d'hydrolyse est fortement exergonique puisque l'enthalpie libre de réaction est inférieure à 0 et donc cette réaction d'hydrolyse va libérer beaucoup d'énergie. Donc le fait de casser cette liaison phosphoanhydre va libérer beaucoup d'énergie. On va alors appeler cette liaison ici une liaison à haut potentiel énergétique puisque quand je la casse, je produis beaucoup d'énergie. Donc si on résume, lors de l'hydrolyse, c'est une liaison phosphoanhydre qui va être brisée. La cassure de cette liaison est fortement exergonique car l'enthalpie libre de réaction est très inférieure à 0. Elle va donc libérer une grande quantité d'énergie. Ainsi, on appelle la liaison phosphoanhydre une liaison à haut potentiel énergétique car son hydrolyse produit une grande quantité d'énergie.
Si je suis capable de casser l'ATP, il faut que je sois capable de reproduire de l'ATP. Donc petit 3, régénération de l'ATP. La régénération de l'ATP se fait selon cette réaction-là, qui est juste la réaction inverse de l'hydrolyse. Donc cette fois, je prends de l'ATP avec du phosphate inorganique, ça va me donner de l'ATP et de l'eau. Forcément, si pour casser une molécule d'ATP, ça fournit de l'énergie, pour la refaire, je vais avoir besoin d'énergie. Donc cette fois, j'ai un delta G qui va être supérieur à 0. Donc cette réaction est endergonique, elle nécessite de l'énergie pour se dérouler. Former une molécule d'ATP, ça permet de stocker de l'énergie, c'est-à-dire que je vais, dans cette liaison-là, en fait, stocker une énergie chimique sous forme de molécules pour le réutiliser plus tard ou ailleurs dans un autre compartiment cellulaire. Donc si on résume ce qu'on vient de dire entre l'hydrolyse et la régénération, ici ça représente l'ATP. Si je rajoute de l'eau, je suis capable de casser cette molécule. Ça va me libérer et me fournir de l'énergie directement. Par contre, si je veux reformer de l'ATP, il faut que j'apporte de l'énergie et j'aurai une réaction qui est endergonique. Dernier point sur ce cours sur la molécule d'ATP, le 4, couplage de la réaction d'hydrolyse de l'ATP et une réaction endergonique. En effet, si l'hydrolyse de l'ATP est une réaction fortement exergonique, je vais pouvoir faire un couplage énergétique avec une réaction endergonique. Et pour ça, on va prendre un exemple qui provient de la glycolyse, qui est une voie métabolique qui est utilisée par les cellules pour dégrader le glucose. Donc la première étape de cette voie métabolique, ça correspond à la réaction 1, qui est endergonique, puisque j'ai une enthalpie libre de réaction qui est supérieure à 0. Donc cette réaction, c'est glucose plus phosphate inorganique, donne du glucose 6-phosphate plus de l'H2O. Je vais le coupler à ma deuxième réaction qui va être l'hydrolyse de l'ATP. Donc ATP plus H2O donne ADP plus phosphate inorganique. C'est bien une réaction qui est exergonique puisqu'elle libère de l'énergie. Le but maintenant est de faire la réaction bilan de ce couplage énergétique. Donc comme on l'a déjà vu dans le cours 1, je vous laisse faire pause sur la vidéo pour essayer de le faire par vous-même et ensuite il y aura la correction. Donc voilà la correction pour ce couplage énergétique. Donc je vous rappelle que quand je fais un couplage énergétique, je dois additionner ici les réactifs des deux réactions. Donc je vais avoir glucose plus le deuxième réactif PI plus cette fois les réactifs de la deuxième réaction, c'est-à-dire plus ATP plus H2O. Le tout va me donner les produits de la réaction 1 plus les produits de la réaction 2, c'est-à-dire glucose 6-phosphate plus H2O plus ADP plus PI. Je me rends compte que des deux côtés, j'ai du PI et que des deux côtés, j'ai de l'H2O. Donc je vais les simplifier. Je les élimine lors de ma réaction bilan. Cela va donc me donner glucose plus ATP donne glucose 6-phosphate plus ADP. Si on calcule l'enthalpie libre de réaction de cette réaction bilan, il faut donc additionner les deux enthalpies libres des deux réactions que l'on a couplées. Ça nous fait donc une enthalpie libre de réaction de moins 16 kJ par mol, qui est donc négative. On a donc bien une réaction bilan exergonique qui pourra se réaliser spontanément. Donc si on fait le bilan de cet exemple ici, la première réaction, la réaction 1, avait une enthalpie libre qui était supérieure à 0, donc normalement cette réaction est endergonique, elle ne peut pas se réaliser spontanément sans apport d'énergie. On l'a couplée à une réaction qui était exergonique, qui est la réaction d'hydrolyse de l'ATP. Donc pour conclure, cette ATP, elle joue un rôle central dans le métabolisme cellulaire. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va faire le relais et qui va être une molécule pour stocker l'énergie dans les différents compartiments cellulaires.